je me présente, moi je m'appelle Geneviève et je suis dans une cellule d'appui pédagogique à la Haute École Vinci. Et je vais faire un focus sur, non pas toute la Haute École, mais une institution que je connais mieux, qu'est le Parnasse ISEI, et dans laquelle on a une unité d'accompagnement pédagogique depuis à peu près 8 ans. Et donc, je vais prendre ce focus-là et je vais vous parler avec mon savoir technopédagogique disciplinaire dans un environnement qui est évidemment le mien. J'espère vous donner quelques exemples pratiques. Donc, je vais commencer par toute une série de démarches que nous avons entreprises justement pour susciter la collaboration et le travail collectif. Et puis, je viendrai avec beaucoup de questionnements parce que finalement, enfin, j'en ai 4 de questionnements, je les ai sélectionnés et je terminerai par des conclusions et beaucoup d'optimisme. Alors, par rapport aux démarches qui sont réalisées dans notre environnement, la première démarche, ce sera la culture. Je vais tout de suite passer à cet élément-là. Puis, différentes activités technopédagogiques. Et enfin, un élément dont on ne pense pas toujours nécessairement a priori quand on parle d'accompagnement pédagogique, c'est l'accompagnement dans la construction de l'institution, de son identité, de ses valeurs. Donc, premièrement, quelle démarche? Eh bien, c'est d'avoir déjà une démarche au départ qui était collective. Donc, moi, quand je suis arrivée dans cette institution, depuis toujours, les réunions se faisaient toujours dans les départements avec tous les enseignants de tout type. Les enseignants des cours généraux, les enseignants qui étaient des professionnels, des enseignants qui sont et professionnels et dans la recherche. Et donc, ce sont des personnes qui ont des savoirs disciplinaires très différents, mais cette habitude de travailler régulièrement ensemble au sein des départements, c'était pour moi quelque chose de nouveau et on était bien là, donc en équipe pluridisciplinaire. Mon défi comme accompagnateur pédagogique, c'est évidemment de m'adresser à tous ces publics, surtout que dans notre institution, le défi est de taille puisqu'on a construit beaucoup d'unités d'enseignement interdisciplinaires avec une visée d'arriver à une seule évaluation intégrée par UE, même si les disciplines sont différentes. Alors, est-ce que le travail en équipe était effectivement déjà amorcé? Comment est-ce que les enseignants vivent ça? Donc, j'ai fait un petit sondage ici au mois de novembre et je m'attendais à une réponse extrêmement importante quand je leur demandais est-ce que vous vous sentez plus investi dans un travail d'équipe qu'auparavant? Et donc, j'ai un peu plus de 50% qui me disent ben oui, et les autres non. Alors là, j'ai quand même été un peu étonnée et je me suis dit mais est-ce qu'on a loupé quelque chose? Évidemment, c'est 84 personnes sur 200 personnes qui pourraient répondre effectivement à ce type de sondage. Et je suis allée regarder alors dans les commentaires des enseignants et voilà quelque chose, la question est probablement pas bien libellée. Qu'est-ce que ça veut dire auparavant puisqu'on travaillait déjà en équipe auparavant? Mais je vais faire pendant ma présentation une différence petit à petit entre le travail d'équipe et le travail collaboratif. Vous verrez que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, une habitude de travail en équipe, oui. Par contre, aussi une très grande différence de travail au sein des unités d'enseignement, où certains travaillent vraiment le collaboratif autour d'un projet commun, et d'autres sont plus dans une juxtaposition d'activités d'apprentissage. Alors, peut-être que par rapport à l'université, les hautes écoles ont aussi une spécificité. C'est qu'il y a beaucoup d'activités d'apprentissage qui étaient, donc on en avait 30 ou 20 ou 30 auparavant, et donc la construction des unités d'enseignement a réorganisé le tout vers 7, 8 unités d'enseignement, ce qui fait que les enseignants sont là obligés de travailler ensemble au même objectif. Deuxième élément, donc toute une série de démarches qui sont plutôt orientées vers des activités technopédagogiques. Et la première chose à faire, en tout cas une des choses qu'on m'avait demandé, c'était à chaque AG de donner une information pédagogique. Donc on fait ça, c'est même depuis plus que 8 ans, je pense que ça fait une dizaine d'années, et donc avec des sujets parfois qui sont un peu plus chauds, et donc on essaye de traiter avec mon collègue Olivier de manière la plus humoristique possible. Mais en tout cas, le vocabulaire change, et donc il faut quand même qu'on puisse parler le même langage.
Deuxième type d'activité, à côté de la formation, ce sont des journées pédagogiques. Donc, on va être ici en janvier à la 11e journée pédagogique. Donc, on en a une ou deux par an en fonction de l'intensité du travail à accomplir. Et la première activité pédagogique, c'était un jeu de rôle que les chefs de département avaient organisé. Ils mimaient une évaluation orale et les enseignants devaient voter. Et donc, on avait des petits cartons de couleurs et on voyait des différences. On allait du rouge au bleu. Évidemment, on avait évalué une seule discipline. Mais à l'intérieur même de la discipline, donc c'était une évaluation d'anatomie, on voyait que les profs n'étaient pas d'accord. Et donc, on a pu débattre et travailler, faire des exercices sur les critères et indicateurs. Voilà un exemple de moment où on se confronte avec nos croyances, nos connaissances pédagogiques. Alors, dans les journées pédagogiques, on a d'autres formats. On a par exemple la patate chaude ou le conseil collégial où on va partir d'une situation critique ou une situation récurrente et demander aux enseignants ensemble, en équipe pluridisciplinaire, de construire des solutions qui sont parfois des solutions auxquelles on n'avait pas pensé dans son environnement habituel ou dans son département. Alors, une chose qui est vraiment sympa et qui marche très très bien, c'est le partage de pratiques. Et donc, on a organisé en 2015 un partage de pratiques. Je suis vraiment très emballée, mais vous allez voir que le soufflet va retomber un petit peu après. Partage de pratiques. Et donc, on avait fait appel aux enseignants, pas de sujet particulier, uniquement de la pédagogie ou de la technopédagogie. Et on a eu 55 enseignants qui ont dit oui, nous, on voudrait bien partager 24 ateliers. Et donc, on a organisé ça sous forme d'un barcan. Alors, un petit peu de détente. Je vais vous montrer la vidéo que notre groupe TIC nous a préparée. Enfin, j'aimerais bien. Ça marchait tout à l'heure. La musique n'est pas terrible, donc vous ne perdez rien. Donc, on invite les enseignants. Je ne vais pas vous donner tous les exemples. Et donc le principe, c'est vraiment ce qu'on appelle tous gagnants, c'est-à-dire que si vous participez à un atelier, vous devez aussi apporter quelque chose, soit par votre questionnement, soit par d'autres idées. Et donc c'est vraiment dans cette optique vraiment d'être l'un avec l'autre, de partager et de co-construire des choses parfois auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. Alors c'était vraiment génial. 55 enseignants. Moi je me suis dit, l'année suivante, on recommence. Là, on a donné un thème parce qu'on avait un fil rouge qui était l'évaluation, 0 participants. Donc, personne n'a voulu communiquer. Alors, il y a évidemment des tas de raisons pour les contextes, mais ça veut dire qu'on s'est dit aussi qu'une hypothèse, c'était que le thème de l'évaluation, c'est un thème qui n'est pas évident à partager. Et en discutant de manière un peu parallèle avec les enseignants, on s'est bien rendu compte que c'était plus difficile de s'exposer en termes d'évaluation que de s'exposer en termes de méthode. Alors, on organise d'autres ateliers. Bien, si on fait ça sur une après-midi, à Barcan, c'est une après-midi, on peut faire ça aussi pendant le temps de midi. Ou bien on peut organiser des journées, comme ici les sages-femmes avaient demandé un accompagnement d'un expert pour la réalisation de vidéos. Toutes les expertises ne sont pas nécessairement dans nos institutions, donc c'est bien aussi d'aller voir ailleurs. Alors, on peut avoir des choses qui sont moins chères. On réunit tous les enseignants pour, par exemple, la prise en charge de la plateforme. Évidemment, ça ne permet pas une différenciation par rapport aux besoins des enseignants, c'est juste une prise en main. Néanmoins, ça peut être aussi intéressant d'avoir ça dans son catalogue de propositions. Alors, on avance petit à petit vers des activités qui sont en groupe plus réduit et de niveau. Donc, il y a vraiment des différences de rythme dans l'appropriation notamment des outils techno-pédagogiques, mais aussi des besoins qui sont différents d'une UE à l'autre, et donc on organise ces ateliers de plus en plus par niveau.
Alors les deux petits éléments les plus récents qui datent ici du mois de novembre, c'est des choses qu'on ne faisait pas auparavant, mais on a utilisé un MOOC avec une conférence en direct et on a invité les enseignants qui voulaient venir écouter ensemble cette conférence de neurosciences. C'était le soir, donc jusqu'à 7h30 du soir. Malheureusement, on n'a pas eu le temps après de débattre, mais j'ai déjà reçu un petit message pour dire on voudrait bien nous reparler de cette conférence. Donc voilà. Autre initiative à l'Université de Liège, chez Marianne Poumet, ils ont fait travailler les étudiants sur un chapitre d'un livre dans les sciences de l'éducation et ils nous ont invités à participer dans un dialogue synchrone. Et donc on a pu discuter. Ce qui était intéressant pour moi, c'était surtout ce qui se passait autour de notre bureau pédagogique, dans une petite salle, les interactions avec les collègues par rapport à ce qui se passait de manière directe, de manière synchrone, mais avec la distance. Voilà, ça c'est toute une série d'activités qu'on fait avec tous les enseignants. Et puis à la demande des chefs de département, on peut aussi faire des choses qui sont beaucoup plus contextualisées alors au département en fonction de leurs besoins. Et c'est, je dirais, grâce ou à cause des demandes des chefs de département qu'on a alors construit des outils qui permettaient aux enseignants de mieux se situer par rapport à cette fameuse intégration qui fait partie de nos objectifs institutionnels. Et donc, on essaye là de guider dans le travail au sein des départements. À côté de ces activités technopédagogiques, la troisième chose, donc, c'est construire l'institution avec les enseignants. La première chose, c'est l'approche programme dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. Donc, il y a eu plein de formats différents pour construire ou reconstruire les programmes. Donc, peut-être que ça fera écho à ce que vous vivez, vous, dans vos institutions. On a soit une maquette qui est proposée aux enseignants avec une négociation sur cette maquette, soit des départements qui ont carrément pris plusieurs demi-journées pour construire avec les enseignants toutes les nouvelles UE en fonction du profil de sortie. Et donc on a un panel de possibilités là, de collaboration autour de cette nouvelle grille de programme, j'ai utilisé grille. Ce qui est important, c'est de savoir, en fait, pas la grille, oui, elle est importante pour les chefs de département, pour comprendre la cohérence, les manquements et le surinvestissement dans certains éléments, mais c'est tout ce qui se passe autour en termes de processus, de discussion avec les collègues. Alors, il y a quelque chose quand même avec le décret paysage et le travail en UE qui a fortement modifié de manière un peu inconsciente les choses, c'est que tout est transparent maintenant. Peut-être que quand vous êtes arrivé dans votre établissement pour enseigner, vous n'avez reçu ni le syllabus du précédent, ni une fiche donnant des intentions pédagogiques. Vous avez pu construire tout ce que vous vouliez. Et parfois même, on ne voulait pas vous donner la table de matière qui avait été celle de votre prédécesseur. Eh bien maintenant, dans une plateforme numérique telle que nous l'avons conçue, en fait, il y a l'UE, les différentes activités d'apprentissage. Donc tout ce que vous faites, vous comme enseignant dans cette activité d'apprentissage, fatalement, il est vu, lu par vos collègues. Alors ça n'a l'air de rien, mais cette transparence entre collègues, c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender. Ça se passe très bien dans les équipes où il y a vraiment un esprit de bienveillance et de comprendre justement quel est le savoir technopédagogique disciplinaire qui se cache derrière ce que je vois là sur la plateforme chez mon collègue, mais ce n'est pas si évident que ça. Et puis pour les étudiants, dans la même UE, vous avez des formats extrêmement différents. Donc on se pose aussi la question des utilisateurs. Et donc notamment, il y a un département qui travaille sur les supports de cours, parce que finalement, pour l'utilisateur, on se pose quand même pas mal de questions. Mais en tout cas, ces fiches UE, le fait de travailler en UE, en interdisciplinarité, d'essayer d'avoir une évaluation intégrée, c'est des grands changements en termes de collaboration. Alors, autre élément pour lequel notre unité est en support méthodologique, c'est travailler sur le plan d'action. Donc pour la première fois l'année passée, le plan d'action a été co-construit avec les enseignants. Et donc on a eu une année vraiment où les ateliers pédagogiques se sont passés au ralenti, sauf pour l'aspect numérique.
Et donc on a eu 3 temps de conférences, une conférence sur l'économie positive, une sur les neuromythes et une sur le savoir et le numérique. Et ça avait comme fonction d'alimenter une journée au mois de janvier, et on a demandé aux enseignants de se prononcer sur les modèles qu'ils souhaiteraient voir en 2030, donc à partir d'un jeu qu'on appelle le jeu de la transition. C'est un jeu sérieux de se projeter dans l'avenir. Donc c'était une activité qu'on appelle de co-design. Voilà. Alors pour la première fois, puisqu'on demande là aux enseignants par équipe de construire quelque chose, des enseignants nous ont dit, mais dites, ok, on a eu 3 conférences, mais en une après-midi, impossible de se projeter sur une vision. Nous, on est contre, on est manipulés. C'est très bien de nous faire jouer pendant une après-midi, mais on a besoin de réfléchir plus longtemps. Et donc pendant plusieurs semaines, un petit groupe a été initié par les enseignants et ils nous ont fait remonter des souhaits en termes de vision, de priorité et d'actions concrètes. Et ces actions-là ont été, au même titre que celles qui avaient été produites au mois de janvier, que celles que les chefs de département et la direction ont suggérées, remises toutes ensemble. On en avait 400 et il y a eu une journée ouverte avec notamment des représentants des enseignants de ce groupe REPI pour construire 60 actions pour les 3 prochaines années à venir. Alors, je ne vais pas rentrer dans la difficulté de ce type de processus, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, voilà le type d'activité qu'on a actuellement dans notre institution. Il y a des tendances que je retrouve dans notre environnement. Et je peux vous dire que comme accompagnateur pédagogique, on se pose 1000 questions. Et donc la première question que je vais aussi vous renvoyer, c'est la vision partagée. Donc dans tous les théories du changement, de conduite du changement, on parle d'une vision partagée. Alors quand je regarde ce qui a été produit dans notre environnement, on voit que le score le plus bas donné par une équipe, donc c'était des équipes 16 tables de 8, eh bien c'était 1, et le score le plus élevé pour les parcours individualisés, c'était 9. Alors ça me dit quoi ça? Si je fais une moyenne, on ne voit rien. Moi ce qui m'intéresse, c'est justement de ne pas faire la moyenne, parce que là, ici, je vois que dans notre environnement, on a, par rapport à ce qu'on a mis en place, des avis qui divergent. Et ce qui est intéressant, c'est de débattre. Et le temps pour débattre, il est souvent mis de côté. Donc moi, je pense que c'est un des soucis dans nos environnements. On fait beaucoup de choses, mais prendre du temps pour débattre, ce n'est pas si évident. Alors, il y a des choses où les accords étaient plus présents. Voilà. La seule chose que je peux dire dans ce type de modèle, c'est que toutes les équipes avaient au moins choisi dans les 3 premiers le modèle créatif, collaboratif et la mobilité. Et qu'est-ce que je fais moi maintenant avec ça? Donc si jamais la direction n'est pas en phase avec cette vision-là, qu'est-ce que je fais avec les groupes d'enseignants qui ne partagent pas la vision? Est-ce que ça va empêcher le travail collaboratif? Dans tous les écrits, on dit qu'il faut cette vision-là. Est-ce que moi, je vais, comme collaborateur pédagogique, passer outre, puisqu'en fait, je suis mandatée par la direction pour accompagner le changement, et donc ça crée toute une série de tensions en tant qu'être humain, de savoir comment je peux, avec bienveillance, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, respect de l'autre, petit à petit, organiser des activités pour que les enseignants puissent s'écouter l'un l'autre, dialoguer et éventuellement partager une vision commune. Deuxième questionnement, c'est qu'est-ce qui fait changer le monde des profs? Donc on leur a posé la question, qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous incite au changement? Et voilà ce qu'on a remarqué, les leviers. Et le premier en termes d'occurrence qui est apparu, c'est connaître les étudiants. La génération qu'on appelle quoi? Parce qu'on était juste après une enquête qui avait eu lieu, qui a été diffusée, qui a été faite par des journalistes. Les évolutions des métiers, aussi bien son métier d'enseignant, mais aussi les métiers auxquels on forme, et tout ce qui concerne les nouvelles pédagogies, les espaces, le numérique, mais aussi
cette disparition du groupe classe dont certains ont parlé tout à l'heure. Qui sont les étudiants qu'on a devant nous? Ont-ils les mêmes bagages? Mais non. Non seulement il y en a du bloc 1, du bloc 2, du bloc 3, mais il y a aussi ceux qui font une passerelle, il y a ceux qui sont en reprise d'études, et on se rend bien compte là que les enseignants disent que c'est un levier pour changer leur manière de faire. Les freins, vous l'avez pointé, le manque de temps pour se former, et je trouve que ce qui était beau, c'était le manque de temps pour créer, laisser son esprit vagabonder, on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire. Alors la charge de travail des enseignants et des étudiants, qui est vraiment un frein au changement, et la multiplication des missions. Vous voyez que par rapport à ce qui s'est dit depuis ce matin, ce n'est pas très original, mais nous vivons effectivement les mêmes choses, même si c'est des contextes différents. Alors, qu'est-ce que ressentent les enseignants? Donc, toujours par un sondage assez court. D'abord, en 2012, donc, je leur demandais quelle était leur posture. Et vous voyez que plus de 90% des enseignants se disaient engagés dans la réforme, mais à leur rythme. C'était avant le décret paysage, avant une fusion qu'on a eue, et avant un déménagement, et avant un nouveau support d'e-learning. Alors qu'en est-il maintenant? On a encore de nouveau presque 90% des enseignants qui ont répondu au sondage qui se disent engagés. Mais l'inquiétude, c'est évidemment les 21%, 22% qui sont trop investis et qui s'épuisent. Et donc, ce qui est très problématique pour nous qui sommes accompagnateurs pédagogiques, c'est qu'on parle de personnes, ce ne sont pas des grains de sable. Donc, on était à 2 personnes en 2012 qui se déclaraient épuisées parce qu'elles étaient trop engagées, à 19. Et on sait qu'il y en a de nombreux indicateurs qui nous disent qu'effectivement, il y a de l'épuisement. Et donc là, il y a tout un processus au niveau de l'institution qui est mis en place. Mais en tout cas, les réformes, le fait de travailler en interdépendance les uns des autres, ça c'est quelque chose qui a été pointé également tout à l'heure. On n'est plus seul dans son environnement, on n'a jamais été seul, hein, mais le problème c'est que pour arriver à un objectif, on devient dépendant des uns des autres. Et donc, à un moment donné, la roue, elle peut être, c'est pas une question nécessairement de mauvaise volonté, mais si vous êtes très investi dans une UE qui fait de l'intégration, qui met de nouvelles choses en place, on ne saurait pas se mettre aussi de manière intensive au travail dans toutes les UE qu'on a par ailleurs. Donc, cette interdépendance, elle est certainement un des facteurs de l'épuisement chez des personnes qui sont engagées. Ce n'en est qu'un, c'est une analyse certainement très sommaire. Alors, est-ce qu'ils sont soutenus pédagogiquement? Donc, c'est vrai que depuis 8 ans, on travaille, on a des activités collectives, mais on a aussi 3 collègues qui travaillent plus dans l'individuel. Et donc, voilà, 80% se disaient soutenus en 2012, et aujourd'hui, la panoplie des réponses est beaucoup plus étendue, avec une apparition de chiffres que vous voyez là en rouge, où on ne se sent pas du tout soutenu, ce qu'on n'avait pas avant. Et on est là quand même avec 35, 36, 37% de gens qui ne se sentent pas soutenus. Alors, quand vous organisez des activités pédagogiques, vous pouvez toujours être un petit peu déçu, hein, mais c'est le contexte actuel. Et quand on regarde les commentaires des enseignants, je trouve que c'est intéressant de voir qu'ils font la différence entre être soutenu et être reconnu. Donc ce n'est pas la même chose, et cette reconnaissance en termes d'espace-temps pour le travail pédagogique qui est un autre travail que ce qu'on faisait. On a du temps quand on est enseignant, quand on donne 18 ou 22 heures de cours ou 16, on a du temps qui est prévu pour construire son dispositif et pour être performant en termes aussi disciplinaires. Mais ce temps-là, avec toutes les missions qui sont arrivées, à un moment donné, c'est toujours le même temps. Et donc, le problème, voilà, c'est qu'à un moment donné, ça déborde. Et c'est ce que nos enseignants nous disent. Et donc, quand on organise une activité pédagogique, on fait des frustrés. On fait des frustrés parce qu'il y en a qui ont envie de venir, ils en ont besoin. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'expliquent, mais ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont tellement déjà dans d'autres activités. Donc finalement, c'est très bien d'avoir un catalogue, mais il faut voir dans quel cadre on réalise ce catalogue de formation ou d'accompagnement. Heureusement, ils ont des idées.
Et donc, on a fait un conseil collégial et il y avait une patate chaude qui était comment l'institution peut m'aider à mon développement pédagogique. Alors voilà ce que les enseignants qui étaient dans ce conseil collégial ont proposé. Je ne vais pas étaler tout, je vais mettre des choses en avant. Ils ont proposé de travailler en communauté autour d'un thème et je trouvais ça intéressant de voir que les thèmes restent sur plusieurs mois, qu'ils se sentent vraiment dans une vision transformative pour arriver à faire quelque chose de, je dirais, de profond, un changement profond où ils ont vraiment l'impression d'avancer. Ils proposent différentes formes et ils proposent aussi de partir plus de leurs besoins dans des parcours en fonction de leur niveau et adaptés à chaque public, voire chaque domaine. Et on revient donc au savoir disciplinaire dont Sylviane et Denis ont parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je vais reprendre la manière dont Amaury Dalle et Emmanuel Sylvestre ont parlé des conseils pédagogiques. On est des motivateurs. Alors, on est des motivateurs et on travaille dans un cadre. Ce qui est pour moi intéressant, c'est de voir qu'on est passé d'un cadre qui était construit pour lesquels on travaillait dans le développement de compétences professionnelles et citoyennes à quelque chose qui est beaucoup plus figé, mais en interdépendance les uns des autres, ce qui fait que quand il y a une pièce qui rouille ou qui lâche, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et on est passé d'un travail où on était en équipe, le plaisir d'être ensemble, à un travail collaboratif où on doit co-construire des projets communs. Ça, c'est vraiment un élément qui me paraît important parce que ça peut se faire au détriment des projets individuels. On est maintenant dans un environnement où on favorise le collectif, le projet collectif. Donc, petit à petit, comme enseignant, on doit se dire « Ah oui, j'adore faire ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais je dois sacrifier ce projet-là pour former les étudiants dans une approche qui a été décidée collégialement. » Alors, Marianne Poumet reprend trois manières de structurer la formation, donc bien définir les visées et le cadre dans lequel on travaille, se documenter, j'ai parlé du réseau CAP, mutualiser les choses. Dans notre équipe, pour beaucoup, on s'est formé, mais on a beaucoup appris en faisant. Et pour les enseignants qui participent aux activités, ce n'est pas toujours facile, cette posture. Donc, j'ai vu un conseiller pédagogique performant. Performant sur quoi? Pas nécessairement sur la discipline. Sciences de l'éducation, on a encore beaucoup de choses à apprendre aussi dans les techniques d'animation. Et donc, s'assurer de répondre aux besoins. Et donc, s'il y avait deux ou trois qualités que je donnerais maintenant quand je revois ces 8 années d'activité pédagogique collective, je dirais qu'il faut qu'on continue, nous, dans notre équipe, à être flexible aussi bien au niveau du nombre de participants, le moment, midi, soir, des journées complètes, des demi-journées, on fait maintenant des petites formations de 50 minutes sur la vidéo, une petite bulle d'oxygène comme il avait été proposé. Et ce que je n'avais pas mis, moi, je n'avais pas compris au départ, on m'a donné une vision transversale et je dois accompagner les enseignants de manière transversale, c'est l'importance de la discipline. Et une des perspectives que je trouve vraiment très prometteuse, c'est l'initiative d'une enseignante en sciences qui avait construit des tas de modules de remédiation et qui dit « mais moi j'ai envie de partager, il faut que je trouve les autres profs de sciences, j'ai envie qu'on puisse mutualiser les choses ». Et elle a initié une communauté de pratique dans le sens vraiment propre du terme. Elle est accompagnée par une conseillère pédagogique qui est justement professeure en physique, donc qui connaît très bien le domaine dans lequel on se trouve. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses qui sont prometteuses, en tout cas dans l'environnement dans lequel je travaille. Et j'ai parlé beaucoup des enseignants. Et finalement, les principaux bénéficiaires de toutes ces actions, ce sont les étudiants. Et aujourd'hui, ils sont absents. Mais je dois vous dire que dans notre prochaine journée pédagogique, pour la première fois, on les a invités via le conseil des étudiants. Donc, une nouvelle porte s'ouvre. On verra ce que ça donnera plus tard. Voilà. Merci.